Nous allons maintenant parler des phénomènes chimiques qui vont se dérouler au niveau de l'estomac et nous parlerons tout d'abord des sécrétions gastriques, puis de la régulation de cette sécrétion. Et on commence par la sécrétion du suc gastrique qui est élaboré en quantité de 1,5 à 2 litres par jour par les glandes gastriques, comme nous l'avons déjà vu auparavant. Il y a d'une part les glandes fondiques et d'autre part les glandes entrales. La composition du suc gastrique est diversifiée et dépend des cellules sécrétrices dont nous avions déjà parlé. Le premier type de cellules, ce sont les cellules de surface qui sont les cellules à mucus qui produisent essentiellement du mucus et des ions bicarbonate. Ce mucus a pour rôle essentiellement la lubrification du bol alimentaire et aussi la protection contre les agressions acides, puisqu'il y a un pH très acide au niveau de l'estomac, donc ça permet de protéger la paroi de l'estomac contre l'autodigestion. Le deuxième type, ce sont les cellules pariétales qui sécrètent les ions H+, qui sont à l'origine donc de la sel déversé dans l'estomac, et le facteur intrinsèque qui est un facteur essentiel pour lier la vitamine B12, mais un peu plus loin au niveau de l'ilium. Les ions H+, bien entendu, ils vont être importants dans le processus de digestion des protéines. Nous verrons tout ça par la suite. Les cellules principales, qui sont dans la glande fondique, sécrètent des pepsinogènes et des lipases gastriques. Les pepsinogènes vont, sous l'action du pH, vont se convertir en pepsine et les lipases vont débuter les digestions des lipides. En ce qui concerne les cellules endocrines, ils vont sécréter plusieurs types d'hormones comme la gastrine, l'histamine, la somatostatine, etc. Et ces hormones vont contribuer largement à la régulation de cette sécrétion et tout ça nous le verrons par la suite. On commence tout d'abord par la production de l'HCl. Donc, comme nous l'avons déjà vu, la production de l'HCl est réalisée par les cellules pariétales. Alors, comment se fait cette production d'HCl? Alors, la cellule pariétale va puiser dans le plasma du CO2, tout simplement. Ce CO2 va entrer au niveau de la cellule pariétale et en présence de l'eau, donc H2O, et d'une anhydrase carbonique, il va se convertir en bicarbonate d'hydrogène. Et grâce à une réaction réversible, il va donner les ions bicarbonate d'une part et les ions H+ d'autre part. Alors les ions H+ ainsi formés vont être acheminés vers la surface de la cellule pariétale, c'est-à-dire vers la lumière gastrique, et vont être expulsés dans la lumière gastrique via une pompe sodium-potassium, avec donc un transport actif. Et puis, les ions chlore et les ions sodium vont tout simplement pénétrer à l'intérieur de la cellule par diffusion simple et vont ressortir dans la lumière fondique, toujours par des pores localisés au niveau de la muqueuse. C'est ce qui va permettre donc de la constitution de l'acide chlorhydrique.
Et dans cette phase de production d'HCl, pour chaque ion H+, formé au niveau de la lumière gastrique, il va y avoir apparition d'un ion bicarbonate qui va sortir de façon passive vers le plasma. La formation des ions H+ et des ions bicarbonate nécessite la participation de l'anhydrase carbonique. De point de vue sécrétion enzymatique, le suc gastrique contient deux enzymes, la lipase gastrique et le pepsinogène qui est une proenzyme. Le pepsinogène est sécrété par les cellules principales sous forme de proenzyme inactive qui se transformera en pepsine active dans la cavité gastrique en milieu acide lorsque le pH devient inférieur à 3,5. La pepsine, c'est une enzyme protéolytique qui va scinder les protéines en polypeptides. Cette hydrolyse protéique libère les polypeptides de masse moléculaire élevée qui seront soumis à l'action de protéase pancréatique. Alors, nous trouvons deux groupes de pepsinogènes. Il y a les pepsinogènes de type 1 produits dans le fundus et dont l'activation s'effectue entre un pH de 1,8 et 2,2. Par contre, elle est détruite par un pH de 7,2. Les pepsinogènes de type 2, à leur tour, ils sont activés à un pH de 3,5, mais ils sont également détruits lorsque le pH devient important à partir de 7,2. Donc, vous voyez que l'activation des pepsinogènes en pepsine, qui est l'enzyme qui va attaquer les peptides, se fait grâce à la diminution du pH au niveau de l'estomac. En ce qui concerne la lipase gastrique, elle est sécrétée par les cellules principales et elle va permettre d'hydrolyser les triglycérides en acides gras mono et diglycérides. Son action est identique à celle des lipases pancréatiques. Elle est cependant moins abondante par rapport à la lipase pancréatique. Son intérêt réside dans le fait qu'elle est activée en milieu acide. L'hydrolyse des lipides peut donc débuter dans l'estomac. Par ailleurs, la lipase gastrique est présente dès la naissance, alors que la lipase pancréatique n'existe pas encore. Elle permet donc une bonne digestion du lait maternel dès les premiers jours de la vie. En ce qui concerne les autres constituants du suc gastrique, on peut citer le mucus, dont nous avons parlé juste avant, et qui est synthétisé par les cellules à mucus. Il permet la protection de la paroi gastrique contre les agressions acides. C'est un gel renfermant des bicarbonates et des molécules protéiques qu'on classe en deux groupes. Il y a les glycoprotéines et les mucopolysaccharides. Un constituant fondamental du suc gastrique est le facteur intrinsèque qui est une glucoprotéine. Ce facteur est nécessaire à l'absorption de la vitamine B12 au niveau de l'iléon.